That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5 Urban FM. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la France. Comment vas-tu ce matin? Ça va bien. Alors, on parle de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'Allemagne, où la Cour constitutionnelle a demandé à la Banque centrale de justifier le rachat massif de dettes qu'elle est en train de faire. Il faut savoir que depuis à peu près un mois, la Banque centrale européenne, qui est la banque qui gère la monnaie, l'euro, avait fait quelque chose de tout à fait inédit, c'est-à-dire elle fait de rachat de dettes. Il faut savoir que la pandémie du coronavirus a fortement impacté les économies des pays membres de l'Union européenne. Et donc, comme ces pays-là, pour une bonne partie d'entre eux, ces pays-là sont assez fortement endettés. Donc, pour ne pas ajouter, si tu veux, plus de difficultés, notamment ne pas susciter une crise de la dette au sein de ces économies-là, la Banque centrale a donc décidé, parce qu'elle estimait qu'elle en avait certainement les capacités, et surtout sur la demande de certains chefs d'État européens, elle avait donc procédé à un rachat de dettes. Donc, c'est-à-dire que les dettes contractées par les pays membres de l'Union européenne étaient rachetées via des eurobonds par la Banque centrale européenne. Le problème, c'est que pour l'Allemagne, c'est quelque chose qui est illégal du point de vue politique. Illégal pourquoi? Parce que le fait que la Banque centrale rachète de la dette, ça veut donc dire qu'indirectement, elle fait que chaque pays membre de l'Union européenne accroît sa dette. D'accord? Parce que cette dette qu'elle achète là va forcément impacter sur les pays membres de l'Union européenne. Et donc, pour les Allemands, qui estiment qu'ils ont une très bonne gestion, et ça c'est tout à fait vrai. Économiquement, c'est le pays le plus riche d'Europe, et c'est le pays qui a la meilleure industrie, le pays qui a la meilleure balance commerciale, et même dans la gestion de la pandémie contre le Covid-19, c'est le pays qui s'en sort le mieux. Donc, il faut savoir, donc pour eux, ils n'auront aucun problème à relancer véritablement leur machine industrielle et économique, et donc pour eux, ils estiment que tous les efforts qu'ils ont consentis avant et pendant la pandémie peuvent fortement être impactés négativement du point de vue de la dette, puisque en rachetant cette dette-là par la Banque centrale, cette dette-là va forcément, tôt ou tard, impacter individuellement chaque citoyen allemand. Et donc, eux, ils ne veulent pas payer les erreurs de gestion des autres pays membres de l'Union européenne. Donc, on voit déjà qu'à ce niveau-là, il y a une désolidarisation au sein même de l'Union européenne. La désolidarisation n'est pas nouvelle. On l'a déjà vu dans la monnaie. Lorsqu'il s'était agi de créer la monnaie unique, beaucoup de pays n'avaient pas accepté de rejoindre le groupe euro. Et donc, en tête desquels on a eu l'Angleterre et d'autres pays. Maintenant, sur la question, par exemple, des migrations, on l'a vu ici, des dissensions entre les anciens pays de l'Europe dite de l'Est et ceux de l'Europe centrale et ceux de l'Europe de l'Ouest. Sur ces questions de migration-là, certains pays estimaient qu'ils ne voulaient pas recevoir, par exemple, des migrants. D'autres disaient qu'ils payaient ils payaient véritablement la dette en termes de migration, alors que d'autres ne faisaient pratiquement pas d'efforts, notamment la Grèce et l'Italie au sud, avec l'Espagne qui disait que la plupart des migrants voulaient aller en France et notamment en Angleterre, et donc eux ils payaient le plus fort de cette situation-là. Et donc pour les Allemands, là le troisième point de désolidarisation arrive au niveau de la dette. Certains pays estiment que eux ils ont une gestion économique qui est tout à fait qui est très bonne même, qui est orthodoxe, et donc pour eux cette bonne gestion-là est le fruit de plusieurs sacrifices et le fruit de plusieurs efforts. Et donc, il est hors de question que parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils partagent un même espace économique que d'autres pays, et que ces pays-là, par contre, ne sont pas particulièrement vertueux en matière de gestion économique, et que donc, eux, ils puissent payer les frais de cette mauvaise gestion des autres pays européens là. Mais sur un plan purement légal, sur un plan purement juridique, en Allemagne, la Cour constitutionnelle estime par contre que la Banque centrale européenne et la Banque centrale allemande, n'étant pas des institutions dans lesquelles les dirigeants sont élus, donc dont les occupants
n'ont pas un mandat qui vient directement du peuple, et donc ils ne peuvent pas prendre des décisions qui pourraient impacter directement ce peuple-là. Donc en contractant la dette, cette dette-là, elle va être remboursée. Remboursée par qui? Par le peuple. Et donc ces personnes-là, n'ayant pas reçu un mandat de la part du peuple allemand, ils n'ont donc pas le droit de contracter cette dette-là. C'est la raison pour laquelle la Banque Centrale Européenne donc, a sommé par la Banque Centrale, la Cour constitutionnelle allemande a sommé un peu la Banque Centrale Européenne de s'expliquer sur ce rachat massif-là de rebonds. Parce que la Constitution allemande ne permet pas à la Banque Centrale allemande de faire un rachat de dette qui soit au-delà de la valeur de son PIB actuel. Et donc, cette décision de la Cour constitutionnelle là, vient jeter un véritable pavé dans la mare. Bruxelles a déjà fait savoir que les traités de l'Union européenne sont au-delà des lois nationales. Et donc, à ce titre-là, la Banque centrale, puisque la Banque centrale allemande ne fait qu'appliquer une décision qui a été prise par la Banque centrale européenne, et comme la Banque centrale européenne est une institution à part entière, et donc elle a été créée sur la base d'un traité, et donc il n'y a pas de raison que la Cour constitutionnelle allemande puisse demander ou enjoindre la Banque centrale allemande de ne pas appliquer une décision prise par une institution qui est supranationale. Bon, évidemment, tout ça là maintenant, on va voir ce que les juristes et les constitutionnalistes allemands vont dire, mais il est clair que, bon, étant donné que cette décision-là est sortie, la Banque centrale allemande a dû suspendre pour le moment l'achat de cette dette-là, mais ça, véritablement, ça jette un pavé dans la mare parce que il y a un risque à terme, à très court terme même, de voir chambouler même la construction européenne, la construction économique, parce qu'il faut savoir que la capacité de l'Europe à se positionner comme étant la deuxième ou la troisième puissance économique passera par sa capacité de résilience, notamment face à des situations telles que des crises économiques et des crises de la dette qui sont issues de crises totalement inattendues comme la crise du Covid-19. D'accord, merci Jean-Paul. Donc ça, c'est la situation du côté de l'Allemagne. Oui. Du côté des États-Unis, il y a quelque chose de nouveau? Non, non, il y a quelque chose de nouveau. Non, pas nouveau. En fait, on a tendance à oublier, étant donné que les États-Unis sont le pays où il y a le plus grand nombre de morts, que la campagne continue. Joe Biden continue petit à petit à pousser ses cartes. Et Donald Trump est conscient du risque, évidemment, que représente notamment la pandémie du Covid-19 et du fait que si rien n'est fait pour essayer de, en quelque sorte, justifier le fait qu'il n'ait pas été en mesure de réagir ou de prendre les bonnes décisions lorsqu'il le fallait, eh ben, cela pourrait lui coûter extrêmement cher lors des prochains débats télévisés qu'il y aura durant cette campagne présidentielle. Et donc, il met tout en œuvre pour essayer d'accuser, comme je l'ai dit, j'en ai parlé ici il y a 2 jours, l'Institut de virologie de Wuhan, d'accuser la Chine, d'accuser l'OMS, etc. etc. Mais ce qui est clair, c'est que son principal argument économique, il est totalement à terre. Les États-Unis vont rentrer en récession. Ce sera une première depuis au moins une 60aine d'années. La deuxième chose, c'est qu'il y a 30 millions d'Américains qui pointent à l'allocation chômage. Et donc ça aussi, c'est un gros problème. Et surtout que derrière, il va devoir montrer qu'il est le président qu'il faut surtout en période de crise, parce que jusqu'à présent, même ils ont fait une annonce sur le plan sanitaire en disant qu'un vaccin sera certainement mis en place d'ici la fin de cette année, mais ça aussi rien n'en est sûr. Donc tout ça fait que sur le plan politique, ça ne sent pas véritablement bon pour Donald Trump, même s'il y a un scandale sexuel qui aussi malheureusement accuse Joe Biden. Mais aujourd'hui, je crois qu'aux États-Unis, les scandales sexuels qui touchent des candidats à la présidentielle ne sont pas véritablement des arguments pour empêcher ces candidats-là de remporter l'élection. On l'a vu avec Donald Trump, qui a été accusé par plusieurs femmes d'avoir été soit harcelé, soit malmené d'une quelconque manière. Et donc, ça n'a pas empêché que Donald Trump ait été... Les Américains se rendent compte que ça devient un business politique. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personnalité est en mesure d'accéder à un poste important, eh bien, on fait sortir comme par miracle une histoire de harcèlement. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose, je pense, qui ne marche plus. Mais ce qui est clair, c'est que Joe Biden a, je pense, mieux que Hillary Clinton il y a 4 ans,
mieux les cartes en main pour pouvoir véritablement tirer son épingle du jeu et probablement remporter cette élection présidentielle. Mais aux États-Unis, on en est encore loin. Il reste à peu près 5 mois et en 5 mois... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Exactement. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Start Fresh Morning.